À la fin de ce cours, vous allez comprendre la propagation des ondes ainsi que le principe de GPS et les facteurs affectant sa précision. Une onde électromagnétique est un flux d'énergie se propageant dans le vide ou dans l'air à la vitesse de la lumière qui est 300 000 km par seconde. Cette énergie est la composition d'un champ électrique E et d'un champ magnétique variable H, d'où le nom onde électromagnétique. Parmi les ondes électromagnétiques citant la lumière visible à l'œil nu, les rayonnements infrarouges, ultraviolets, les rayons X et gamma et les ondes radioélectriques. Un cycle est une oscillation électromagnétique qui est définie comme une série complète de données d'un processus périodique. Une onde radioélectrique est caractérisée par son amplitude, qui est la déviation maximale d'une oscillation, sa fréquence, qui est le nombre de cycles par seconde exprimé en Hertz, sa longueur d'onde, qui est la distance physique parcourue par une onde radio durant un cycle de transmission. Pour l'utilisation des fréquences, la réglementation française s'inscrit dans un cadre européen qui s'articule autour de deux organismes. Le premier, qui est l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui est une autorité administrative indépendante chargée de réguler les communications électroniques et les postes en France. La deuxième, qui est une agence nationale des fréquences qui assure la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y compris privative et du domaine public des fréquences radioélectriques. Pour émettre et recevoir des données, les appareils Wi-Fi utilisent des bandes de fréquences hertziennes précises afin de limiter les interférences avec d'autres équipements. Une bande de fréquence, c'est simplement une plage de fréquences avec une fréquence minimale et une fréquence maximale spécifique. Cette bande de fréquences est divisée en deux canaux, semblables aux canaux d'un téléviseur traditionnel. Les bandes de fréquences les plus couramment utilisées sont la bande de 2 GHz,4 et la bande de 5 GHz, à savoir la portée radio et la distance maximale de transmission entre un émetteur et un récepteur radio. Elle se mesure en champ libre, c'est-à-dire dans un environnement sans aucun obstacle entre l'émetteur et le récepteur. Pour doubler la portée d'une transmission radio, la puissance doit être augmentée d'un facteur au carré. En effet, plus une fréquence est basse, plus elle porte loin. À l'inverse, plus une fréquence est élevée, plus les débits sont élevés, mais sur une plus courte distance. La fréquence de 2,4 GHz est une fréquence généralement employée entre le drone et une station sol pour le guidage radiocommande par exemple. La puissance est limitée à 100 mW et la modulation utilisée doit être du type modulation par saut de fréquence. La deuxième fréquence, qui est de 5,8 GHz, est une fréquence généralement utilisée pour la transmission vidéo entre un drone et une station sol. La puissance est limitée à 25 mW. Les ondes électromagnétiques sont classées en gamme d'ondes selon leur fréquence. La première, notée HF pour High Frequency, varie de 3 à 30 MHz. La deuxième, notée VHF pour Very High Frequency, varie de 30 à 300 MHz et est utilisée pour les communications. La troisième, notée UHF pour Ultra High Frequency, varie de 300 à 3000 MHz, utilisée pour les télécommandes, les satellites et les récepteurs GPS. La dernière, notée SHF pour Supra High Frequency, varie de 3 GHz à 30 GHz et est utilisée pour la transmission vidéo.
Pour avoir un ordre d'idées concernant la notion de fréquence d'une onde, on peut prendre l'exemple d'une onde Very High Frequency, notée VHF, de 30 MHz, qui va reproduire son cycle 300 millions de fois en une seconde. Il faut noter que les ondes haute fréquence sont sensibles à un nombre de perturbations extérieures. La propagation des ondes est un phénomène physique dont découle l'évolution et la progression d'une onde au sein d'un milieu, ou encore certains mouvements d'une particule dans l'espace et le temps. La propagation des ondes s'effectue de trois manières. Par onde de sol, ça veut dire elle suit la courbe de la surface de Terre. Par onde directe ou d'espace, ça veut dire elle est en ligne directe. Ou par onde de ciel ionosphérique, ça veut dire elle rebond sur le ionosphère. Toutes les ondes subissent lors de leur trajet entre l'émetteur et le récepteur des phénomènes tels que l'atténuation, où la force du signal reçu décroît selon le carré de la distance. Nous avons aussi l'absorption, où une partie de l'énergie est absorbée par l'atmosphère ou des obstacles. Nous avons la réflexion, ou le renvoi de l'onde dans une autre direction. Nous avons la diffraction, qui est la réémission de l'onde frappant un obstacle dans toutes les directions. La réfraction, qui est la déviation de l'onde passant d'un milieu M1 à un milieu M2. Et puis enfin, nous trouvons la malveillance. L'atténuation est donc la réduction de l'amplitude et de l'énergie des ondes électromagnétiques tout au long de la progression dans l'atmosphère. L'absorption, c'est lorsque une onde rencontre un obstacle en fonction de la nature de cet obstacle. L'évanouissement de l'onde radio est tellement important qu'aucun signal ne peut être reçu. On parle alors d'absorption. La réflexion, c'est quand une partie ou la totalité d'une onde rebondit contre la surface d'un obstacle. On parle de réfléchissement, au lieu d'être absorbé. C'est par exemple le cas de la lumière se réfléchissant sur un miroir. Lorsqu'une onde contourne un obstacle impénétrable, on parle alors de diffraction. La direction de propagation de l'onde est élargie par les contours de l'obstacle, ce qui permet de recevoir une onde derrière un obstacle réputé impénétrable. La réfraction, c'est le changement de direction d'une onde en raison du changement de sa vitesse de propagation. Lorsqu'une onde pénètre un obstacle, le traverse, mais on voit que sa direction est modifiée. Un ou plusieurs systèmes de brouillage sont utilisés pour rendre inopérant le matériel de communication par ondes radio utilisé dans leur champ d'action. Il faut être conscient que l'intervention de malveillante d'un tiers est toujours possible. C'est ce qu'on appelle la malveillance. Le système GPS est un système de navigation par satellite utilisé pour déterminer la position, la vitesse et l'heure de l'utilisateur sur Terre. Le système GPS est composé de satellites en orbite autour de la Terre, de stations de contrôle au sol et de récepteurs GPS. Les satellites GPS envoient des signaux à des fréquences précises qui sont reçus par les récepteurs GPS sur la Terre. En utilisant des données sur la distance et la différence de temps entre les signaux reçus de plusieurs satellites, le récepteur peut calculer sa position avec une grande précision. Nous trouvons de différents systèmes de navigation par satellite pour GPS. Il s'agit pour chaque système d'une constellation de satellites placés en orbite terrestre. Les trois systèmes tels que le Navstar, GLONASS et Galileo utilisent la mesure du temps pour déterminer une position.
Le GPS vous renseigne en tout point de la surface du globe sous réserve de réceptionner au moins 3 satellites. La réception simultanée de 4 satellites permet de déterminer à la fois l'heure, la latitude, la longitude et l'altitude. Le quatrième permet de déterminer l'altitude. Alors, à noter qu'il faut 4 satellites pour calculer une position en 3 dimensions. La constellation Navstar se compose de 24 satellites répartis en 6 orbites à 20 200 km d'altitude. La durée de la révolution d'un satellite est de 12 heures. L'orbite des satellites de navigation est inclinée de 55 degrés par rapport au plan de l'équateur. Les informations du message de navigation transmises par les satellites Navstar sont le décalage d'horloge par rapport à l'heure UTC, les éphémérides, ça veut dire les positions et orbites des satellites, et l'état du système et le retard ionosphérique. La constellation GLONASS se compose de 24 satellites répartis en 3 orbites à 19 100 km d'altitude. La durée d'une révolution autour de la Terre d'un satellite est de 11h15. L'orbite des satellites de navigation est inclinée de 64,8 degrés par rapport au plan de l'équateur. La constellation Galileo se compose de 30 satellites répartis en 3 orbites à 23 220 km d'altitude. La durée d'une révolution autour de la Terre d'un satellite est de 14 heures. L'orbite des satellites de navigation est inclinée de 56 degrés par rapport au plan de l'équateur. Dans le domaine du système de navigation par satellite, le terme inclinaison désigne l'angle entre le plan orbital et l'angle équatorial. À noter que les erreurs d'orbite des satellites GPS sont dues au vent solaire et à la gravité du Soleil, de la Lune et des planètes. Il existe plusieurs segments du système GPS, notamment le segment spatial, où il y a environ 31 satellites en orbite autour de la Terre qui font partie du système GPS. Ils sont placés en orbite à une altitude d'environ 20 200 km et suivent une trajectoire prédéterminée autour de la Terre. Les satellites envoient des signaux à des fréquences précises qui peuvent être reçus par les récepteurs GPS sur la Terre. Nous avons aussi le segment de contrôle au sol où il y a environ 15 stations de contrôle au sol situées dans le monde entier et qui font partie du système GPS. Elles sont utilisées pour suivre les satellites GPS et pour transmettre les informations de correction de temps et de position aux satellites. Ces informations sont utilisées pour maintenir la précision du système. Le segment de contrôle surveille et corrige les satellites, en particulier lors du passage au-dessus des stations. Nous avons aussi le segment utilisateur, où la principale fonction de ce segment est de sélectionner les satellites appropriés automatiquement, suivre les signaux et mesurer le temps mis par les signaux des satellites pour atteindre le récepteur. Il y a de nombreux types de récepteurs GPS, allant des appareils de navigation portables aux dispositifs intégrés dans les véhicules et les appareils électroniques. Les récepteurs GPS reçoivent les signaux des satellites GPS et utilisent ces informations pour calculer leur position, leur vitesse et l'heure. Les récepteurs disposent des données de almanach utilisées pour l'identification rapide des signaux reçus provenant des satellites visibles. Le récepteur identifie chaque satellite par le PRN, ça veut dire le pseudo random noise,
ou le bruit pseudo-aléatoire. Il existe de nombreux utilisateurs du système GPS allant des conducteurs de véhicules qui utilisent les appareils de navigation portables aux agriculteurs qui utilisent des drones équipés de récepteurs GPS pour surveiller leurs champs. Le système GPS est également utilisé par le gouvernement et les entreprises pour surveiller et suivre les véhicules et les équipements. Il faut savoir que chaque satellite transmet deux types de messages, l'almanach et les éphémérides. L'almanach consiste en une information générale sur la localisation et la santé du satellite dans la constellation. Un récepteur GPS ayant un almanach à jour connaît donc approximativement sa première position, le jour et l'heure. Connaît aussi les lieux où il doit scruter l'espace pour rechercher les satellites. Les almanachs sont constitués de paramètres qui permettent d'estimer à moyen terme la position de l'ensemble des satellites en fonction du temps. Ils sont utilisés pendant la phase d'acquisition pour identifier les satellites en visibilité. Les éphémérides, quant à elles, consistent en une information précise de la position du satellite utilisée pour faire les mesures de calcul des distances. Chaque satellite transmet ses propres éphémérides. Les éphémérides sont constituées d'un ensemble de paramètres décrivant de manière très précise l'orbite d'un satellite en fonction du temps, permettant ainsi de calculer la position du satellite à un instant T avec une précision de l'ordre d'1 mètre. Ces deux données, qui sont donc l'almanach et les éphémérides, sont essentielles aux récepteurs GPS pour localiser les satellites, acquérir les signaux et calculer votre position géographique. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent affecter la précision du système GPS, comme l'erreur du temps, qui est due au fait que l'horloge du récepteur est beaucoup moins précise que l'horloge atomique des satellites. En faisant par exemple une quatrième mesure de pseudo-distance sur un quatrième satellite et en résolvant un système de 4 équations à 4 inconnues, on peut s'affranchir de l'erreur de temps. Nous avons aussi l'erreur de vitesse de propagation de l'onde qui provient du fait qu'entre le satellite et le récepteur, l'onde traverse l'ionosphère, c'est une couche qui la ralentit. Cette erreur est corrigée partiellement grâce à un calcul du récepteur sur la base de coefficients du retard ionosphérique transmis par le message de navigation du satellite. Ces coefficients sont calculés par les stations de contrôle. Il faut noter que, au démarrage du récepteur GPS, le temps total pour obtenir la première position est variable et dépend aussi des qualités intrinsèques du récepteur. La raison principale concerne le chargement des éphémérides du satellite qui sont les paramètres permettant de calculer sa position X, Y et Z. Ce temps de chargement est de l'ordre de quelques minutes à 30 minutes maximum. Par la suite, la cadence de calcul, rafraîchissement de la position est inférieure à la seconde. La précision de position dépend de la manière dont se recoupent les lieux de position, qui sont les pseudo-distances. La précision dépend de la configuration géométrique des satellites vus depuis l'observateur. Le récepteur présente un facteur sans dimension appelé DOP pour Dilution of Precision, caractérisant une précision espérée. Plus le DOP est faible, meilleure est la précision. Le cas idéal est un satellite au zénith de l'observateur et 3 autres répartis tous les 120 degrés assez bas sur l'horizon. Au niveau quantitatif, la précision de position GPS de base est comprise entre 3 et 8 mètres. Les GPS plus sophistiqués, comme le GPS différentiel, ont une précision inférieure à 1 mètre.
En employant le GPS, l'information de position primaire est dans la forme de sphères, avec les satellites dans le centre des sphères. Le relief n'est pas perturbant si on reçoit parfaitement au moins 3 satellites. Par contre, la couverture nuageuse peut perturber la réception de certains GPS d'entrée de gamme, mais elle n'empêche pas d'arriver à un positionnement parfait en lui laissant le temps d'acquérir tous les signaux possibles des satellites visibles. Les variations de vitesse n'ont pas d'influence sur la réception, de même qu'une faible hauteur de vol. Par contre, une panne d'horloge sur un ou plusieurs satellites et l'absence d'une antenne adaptée sont des éléments affectant directement le positionnement, ainsi que les perturbations électromagnétiques comme les pylônes, antennes, etc., qui représentent une autre source de perturbation du signal GPS. Le GPS fonctionne que dans des lieux découverts. Il est primordial d'éviter les masques empêchant la réception des signaux comme à l'intérieur des bâtiments, les forêts à feuillage dense, et il est également recommandé de faire évoluer un aéronef télépiloté en dehors des zones urbaines à forte densité immobilière. La pseudo-distance est une distance mesurée entre un satellite du système de localisation satellite GPS et un récepteur. Et c'est une distance incluant une erreur horloge du récepteur. Concernant l'angle de masque pour GPS, il est établi dans un récepteur GPS pour refuser au récepteur l'usage des satellites GPS ayant une hauteur inférieure à celle de l'angle de masque. Les waypoints sont des points de cheminement. Ce sont donc des points de la route à atteindre où on aura lieu un changement de trajectoire. Donc, le waypoint sert à repérer un point de report existant déjà dans la base de données créée par l'utilisateur. Le WGS 84 est l'ellipsoïde de référence pour le système satellite GPS WGS 84. La forme de la Terre n'est pas un globe parfait. Il a fallu définir un globe de référence qui est une ellipsoïde. Concernant le mode Search the Sky, c'est une procédure qui débute après la mise en marche du récepteur s'il n'y a pas de données relatives aux satellites stockés en mémoire. Et enfin, nous avons le phénomène Fendin. Ce phénomène, on l'a lorsqu'un récepteur reçoit en même temps les ondes du ciel et les ondes de sol. Les deux signaux vont se superposer et se soustraire, entraînant une disparition du signal.